La question que nous vous posons, maître, est la suivante. Les machines produisent des données, nous en produisons aussi. On en fait quoi? Quel est le droit? Merci. Tout d'abord, bonjour. Je suis ravi d'être ici avec vous et de comprendre un petit peu mieux votre secteur d'activité et vos différentes professions. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Alors la question qui m'est posée, c'est nos matériels... Ah, ça y est, parfait. Nos matériels produisent des données. J'ai envie de vous dire, comme dirait notre président de la République, et en même temps, pas que des matériels qui produisent des données. Comme nous le disions tout à l'heure, les données sont produites à la fois par les machines au sein de vos entreprises, mais les données sont aussi générées par vos salariés, par vos clients, par vos fournisseurs, voire même par vos propres ordinateurs, des données qui sont produites par des données. C'est un petit peu ce que l'on va voir aujourd'hui, ce que l'on va essayer de décortiquer ensemble en profondeur. Nous étions, selon l'exposé qui vient d'être fait, nous étions d'abord à l'ère de la data, et puis aujourd'hui on parle de l'ère du big data. Je dirais même qu'aujourd'hui on est dans l'ultra data. L'ultra data, pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui on va traiter les données brutes que l'on a au sein de l'entreprise, mais en même temps on va générer des données avec ces données brutes et c'est ce qu'on appelle les métadonnées que l'on étudiera. Et puis on va aussi générer des données de données comme ça à l'infini. Ça donne le vertige, je vous avoue. Donc, nos matériels produisent des données. Il faut peut-être se poser la question, mais qu'est-ce qu'une donnée et qui en est propriétaire ? Quand j'ai réfléchi en préparant cette intervention à qu'est-ce qu'une donnée, je me suis dit, il y a plusieurs types de données. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les données publiques. On entend beaucoup parler de l'open data. Alors n'ayez pas peur, hein, je vais vous parler avec des termes franglais, je vais vous parler avec des termes un peu particuliers, mais à chaque fois je les expliquerai, puisque c'est comme ça qu'ils sont proposés et annoncés, que ce soit par les professionnels ou par les journalistes. Donc, qu'est-ce qu'une donnée publique? Une donnée publique, c'est une donnée qui est détenue par les pouvoirs publics et qui, dans un mouvement de plus en plus profond aujourd'hui, est en train de s'ouvrir à l'exploitation par les personnes privées. Donc il faut se poser la question des données publiques. Et vous, dans vos secteurs d'activité, quelles sont les données publiques que l'État met en exploitation libre? Qu'est-ce que vous pouvez en faire et comment vous pouvez les utiliser? On verra ensuite comment ces données peuvent être utilisées par les entreprises. Et puis, le gros sujet qui va nous intéresser ce matin, ça va être les données personnelles. Alors, on entend beaucoup parler de données personnelles. Ces données personnelles, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. On verra un peu plus tard dans la présentation précisément ce que cela peut regrouper. Quand on dit données personnelles, pour essayer de répondre à la première interrogation, qui en est propriétaire? On dit souvent, ce sont mes données. D'accord ? Ce sont mes données, ce sont mon nom, mon adresse, comme on parlait, mon adresse mail. Eh bien, il faut savoir qu'en matière juridique, une donnée personnelle n'est pas un droit, on n'a pas un droit de propriété sur une donnée personnelle. On a ce qu'on appelle, alors vous allez me dire c'est une distinction, je veux bien, mais on a un droit de la personnalité. C'est comme son droit à l'image, comme son droit le droit à sa parole, eh bien c'est un droit de la personnalité, donc il n'est pas directement monnayable. Donc on n'a pas un droit de propriété, mais on a un droit de personnalité sur ces données personnelles. Et puis il y a ce que j'ai appelé, en réfléchissant un petit peu à toutes les données techniques. Dans les données techniques, en fait, j'englobe toutes les données que vos entreprises produisent dans le cadre de vos activités. Et ces données, en fait, elles sont d'ordre technique dans le sens où elles s'opposent aux données personnelles. Ce sont des données simplement liées à vos machines. Eh bien, ces données, qui en est propriétaire ? La propriété de ces données, c'est quelque chose auquel on s'intéresse en matière juridique depuis, je dirais sérieusement, une quinzaine d'années, mais bien avant, effectivement, comme on l'a fait remarquer, en 1945, se pouvait déjà se poser ce genre de problématique. Et quand on veut parler de propriété des données que vous produisez au sein de l'entreprise, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il n'existe pas dans le droit actuel un droit de propriété sur les données.
personne n'est propriétaire des données. Alors vous allez me dire, si personne n'est propriétaire des données, en fait, c'est quand même moi qui les détiens. Eh bien oui, au sein de votre entreprise, vous détenez les données. Si on veut s'attacher un petit peu plus à qu'est-ce qu'on peut avoir comme droit sur ces données, ça ne va pas être la donnée brute sur laquelle vous allez avoir un droit, et notamment un droit de propriété, mais ça va être sur l'usage que vous allez en faire. Vous allez mettre cette donnée, vous allez la structurer dans des bases de données. Eh bien, le Code de la propriété intellectuelle va vous donner le droit du producteur de base de données. C'est ainsi que si vous hiérarchisez des données dans une base de données et quelqu'un aspire vos données, eh bien, vous pouvez lui opposer un droit de propriété intellectuelle sur la structuration de vos données au sein de l'entreprise. Et puis ensuite, si cette donnée, comme on l'évoquait, vous arrivez à en faire quelque chose, vous arrivez à en créer la valeur parce que vous avez réfléchi sur cette donnée, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir ce qu'on appelle un droit d'auteur sur la donnée. Et donc, un monopole d'exploitation de la réflexion que vous allez avoir sur ces données, et ce monopole d'exploitation qui sera opposable aux autres. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'une donnée? Ça peut être une donnée publique, ça peut être une donnée personnelle, ça peut être une donnée technique, ou ça peut être aussi ce qu'on a évoqué, une métadonnée, une donnée de données. En revanche, il n'y a pas de droit de propriété à en parler sur la donnée brute. Il y a un droit, une protection juridique sur la création de valeur que vous avez fait, que par votre travail, que par votre réflexion, le droit va apporter une protection à cette création de valeur. Juste un petit point sur les métadonnées. Les métadonnées, c'est les données des données. Il faut se poser une question. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'une métadonnée? C'est une fois que vous avez traité des données brutes, une fois que vous avez réfléchi sur ces données, que vous pouvez avoir un droit de propriété intellectuelle sur ces données, vous dites « Ah ben j'ai encore plein de données, qu'est-ce que je vais en faire ?» Donc j'exploite une première fois, je réexploite ces données, et il va falloir toujours penser et anticiper ces métadonnées, qu'est-ce que je vais en faire? Et je dirais qu'il faudrait même être prospectif, c'est-à-dire, vous allez me dire, c'est pas évident de savoir à l'avance de ce qu'on va faire de quelque chose qu'on n'a pas encore. J'en conviens tout à fait. Mais il faut y réfléchir, parce qu'une fois que vous avez cette métadonnée et que vous n'avez pas par anticipation réfléchi à la façon dont vous allez l'encadrer, eh bien certains usages vont vous être interdits parce que le droit de propriété d'autres personnes, le droit des données personnelles va peut-être vous contraindre dans l'usage de ces métadonnées. Donc c'est un champ d'exploitation quasiment de recherche et de développement, ces métadonnées, d'essayer d'identifier à partir de la masse de données que j'ai, même si je n'exploite pas tout de suite, ce que je peux faire pour anticiper un cadrage aujourd'hui de l'exploitation de demain de ces données. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première thématique, propriété et données. Pas réellement de droits de propriété, mais des droits de protection. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces données? Les données publiques, comme on l'a évoqué, vous pouvez les utiliser. Les utiliser, comment les utiliser? D'une façon très concrète. Vous allez sur les espaces data.gouv.fr, vous allez voir les données qui peuvent potentiellement, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous intéresser. Et puis ensuite, vous allez passer des contrats de licence d'utilisation de ces données avec les autorités publiques. Donc vous pouvez les utiliser. Donc c'est aussi un champ à explorer de savoir comment une donnée qui finalement m'est donnée sous licence, mais qui m'est donnée, qui m'est donné en usage, j'entends bien, vous n'en devenez pas propriétaire, mais qui vous est donné en usage selon une licence, eh bien, dans le cadre de cette licence d'utilisation, qu'il faudra lire, bien évidemment, eh bien, vous pouvez utiliser, exploiter, ce qui peut aussi, en croisant cela avec les données de votre entreprise, peut se révéler être un relais de croissance pour votre entreprise. Les données personnelles, on l'a évoqué dans l'introduction, c'est une problématique, mais vous allez aussi voir que ça peut être tourné en avantage pour l'entreprise. En tout état de cause, ces données personnelles, c'est la CNIL, c'est la loi informatique et liberté qu'on va évoquer. Il va falloir les protéger au sein de vos entreprises. Que ce soit les données de vos salariés, que ce soit les données que vous transmettent vos clients, vos fournisseurs. Les données techniques, on l'a évoqué, c'est les exploiter. Les données techniques, ce que j'ai appelé les données que vous générez par votre entreprise. Comment les exploiter? Eh bien, les exploiter, ça passe par quelque chose que vous connaissez tous, c'est le contrat. Le contrat. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir exploiter, partager ces données, transférer ces données à un partenaire, la seule façon de protéger les données au sein de votre entreprise, c'est de les protéger par le contrat, par des dispositions dans vos contrats qui vont définir précisément
ce que va pouvoir faire la personne à qui vous transmettez les données, ou inversement, si on vous fournit ce qu'on appelle maintenant des jeux de données, eh bien ces jeux de données, voir quel est effectivement votre périmètre d'intervention sur ces données, et ne pas en sortir, et en faire découler la responsabilité dans des stipulations du contrat, en faire découler la responsabilité qui correspond finalement au consentement que vous avez donné sur l'exploitation par autrui des données. Que faire des données? Est-ce que j'avais autre chose à vous dire là-dessus? Non, ça me semble à peu près faire le tour de la question. Pourquoi fait-on des contrats sur des données? Pourquoi pensez-vous que ces données ont une valeur? Parce qu'elles ont aussi une valeur pour d'autres. Ces données sont convoitées. Vos données au sein de vos entreprises sont convoitées, et sont convoitées, on le voit tous les jours. Ce matin, en venant, j'écoutais France Info, on parlait encore de Mark Zuckerberg de Facebook, qui s'excusait parce que des données ont été aspirées par une officine politique et qui ont permis, à partir de publicités ciblées sur Facebook, de pouvoir orienter la campagne de l'élection américaine. Eh bien, vos données sont convoitées. Alors, elles peuvent être convoitées de façon tout à fait respectable par des partenaires. Et à ce moment-là, vous passez des contrats pour voir comment vous pouvez exploiter, licencier, donner en licence l'exploitation des données que vous avez. Mais il y a des gens qui peuvent être beaucoup moins, comment dire, des hackers, hein, des gens qui vont essayer de vous convoiter, de capter, de voler vos données. On entend parler de certains mots, j'aimerais les préciser avec vous parce que c'est important et ça va permettre de voir qu'autour de ces données, au-delà de la propriété, le maître mot, ça va être la sécurité des données. La sécurité des données. Pourquoi? On entend parler souvent de rançon logiciel ou ransomware. Qu'est-ce que c'est? Pas tous les jours, j'exagère, mais très souvent, la presse s'en fait l'écho. Le ransomware, c'est le fait que quelqu'un va s'introduire dans les systèmes, dans les serveurs de votre entreprise, va soit crypter des données, vous ne pourrez plus les utiliser, va soit vous aspirer les données, et va ensuite vous demander de l'argent en contrepartie du décryptage des données ou la restitution des données. Qu'est-ce que l'on peut faire contre ce genre de choses? Eh bien, ça va être de la sécurité informatique, bien évidemment, pour éviter. Il faut savoir que le rançon logiciel, ça devient quasiment une industrie. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'en préparant cette intervention, je me suis rendu compte qu'ils étaient même structurés sur des plateformes, les acteurs du rançon logiciel. Et puis, ils se diversifient et ils s'organisent. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les services SaaS, Software as a Service. Quand on vous propose un logiciel en ligne mais qui n'est pas installé sur votre ordinateur, un éditeur logiciel classique, eh bien, c'est ce qu'on appelle un service SaaS. Voilà. Eh bien, le monde de la cybercriminalité a inventé le RAS, le Ransomware as a Service. Ce sont des plateformes où il y a des hackers qui, eux, sont spécialisés dans la production de logiciels espions permettant de pouvoir hacker vos données, mais ils n'ont pas envie de faire le job. Et à côté de ça, il y a des entreprises des entreprises criminelles qui se sont spécialisées dans la distribution, dans l'envoi en masse de mailing pour pouvoir diffuser le virus, diffuser le petit logiciel espion qui va permettre de faire le rançon logiciel. Et en fait, une fois qu'ils ont récupéré l'argent, ils se partagent à part, et ils passent même des contrats totalement illicites pour le coup, puisque c'est lié à des objets illicites, mais ils se partagent les revenus. Donc vous voyez qu'en fait, la cyberattaque, la cybercriminalité devient quasiment une industrie organisée. Et puis nous avons aussi le hacking mobile ou IoT. IoT, l'Internet des objets, qui vont concerner effectivement tous vos matériels connectés. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? La grosse problématique aujourd'hui de ce hacking, c'est que les objets connectés, ils sont aujourd'hui moins bien protégés que, je dirais, les terminaux connectés. Aujourd'hui, on sait tous que sur un ordinateur, il faut mettre un antivirus, il faut mettre un firewall, qu'il faut sécuriser avec des mots de passe votre téléphone mobile. Et puis maintenant, on a connecté les objets, on a connecté le réfrigérateur, on a connecté des grues, on a connecté un certain nombre de choses. Mais on se dit, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave, ce sont des objets, il n'y a rien dedans, il n'y a que des données numériques, mais il n'y a même pas de données personnelles, donc c'est pas grave. Le problème,
c'est la responsabilité de ces objets connectés. Parce que lorsque quelqu'un va pouvoir s'introduire dans cet objet connecté, il va pouvoir faire un certain nombre de choses. Il va faire ce qu'on appelle d'ailleurs déjà des botnets. Alors les botnets, c'est ce qu'on va appeler les attaques zombies. Qu'est-ce qu'une attaque zombie? C'est qu'un hacker va déposer dans votre objet connecté, dans votre ordinateur, un petit logiciel espion. Vous n'allez rien voir. Et puis le jour où il va activer ce petit logiciel espion, il va prendre la main sur votre ordinateur. En général, cette technique permet de faire de ce qu'on appelle des attaques de déni de service, faire tomber un site internet. Je crée des milliers d'ordinateurs zombies et j'appuie sur un bouton et j'attaque une entreprise et je fais tomber ses serveurs informatiques. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, bon, moi je suis loin de ces attaques informatiques. Ben, il se trouve qu'aujourd'hui, des concurrents malveillants, ça existe, alors je ne sais pas dans votre industrie, mais dans d'autres industries, je l'ai vu, ne sont plus sur le parasitisme ou la concurrence déloyale, au sens classique du terme, tel qu'on l'entendait ces 20 dernières années, mais aujourd'hui vont aller payer des hackers pour faire tomber les serveurs du concurrent. Et, chose extraordinaire, c'est qu'en matière informatique, une attaque informatique est quand même beaucoup plus difficile à déceler qu'un acte, je dirais, physique de concurrence déloyale ou de parasitisme. Donc, les botnets, faire attention. Et puis, il se pose aussi quelque chose, c'est que votre grue, si elle n'est pas bien protégée, si elle n'est pas bien sécurisée, que quelqu'un s'est introduit et lui fait faire des choses simplement pour s'amuser, on l'a vu avec des drones, par exemple, si votre grue cause des dommages, qui est responsable? Qui est responsable? Le robot n'est pas responsable dans l'état du droit actuel. On est sur ce qu'on appelle en droit sur la responsabilité du fait des choses. C'est-à-dire que vous êtes gardien de vos grues. Eh bien, si, lorsque vous la louez, elle cause un dommage parce qu'il y a un défaut de sécurité, eh bien, c'est ça la personne qui aura la garde, partage peut-être entre vous et celui qui vous loue la grue, mais en tout cas, si ça vient d'une défaillance de sécurité, ça sera le loueur qui sera effectivement responsable des dégâts causés par cette grue et cette intrusion. Donc voilà pour ces premières attaques informatiques. Vous connaissez un peu plus, mais ce sont des attaques qui sont plus là concentrées sur vos entreprises. Le spamming, c'est le fait de recevoir des messages non sollicités. Vous allez me dire, bon, ça c'est pas bien méchant, je le conçois tout à fait, sauf que le spamming, ça fait arriver au phishing. Qu'est-ce que c'est le phishing? Le phishing, c'est que vous allez recevoir de la banque, enfin même pas de la banque, d'un fraudeur, d'un hacker, mais un message qui est celui de votre banque qui va vous demander un certain nombre d'informations et va récolter comme ça des données personnelles et des données techniques et des données financières. Tout cela est bien entendu sanctionné par le droit pénal, mais il n'empêche qu'avant d'aller voir les tribunaux, l'intérêt, me semble-t-il, c'est de prendre conscience et de mettre les mesures adéquates en face. Puis vous avez des choses un peu bizarres, Wi-Fi spoofing. Qu'est-ce que c'est le Wi-Fi spoofing? Le Wi-Fi spoofing, c'est une pratique qu'on voit beaucoup dans les aéroports. C'est le fait que vos téléphones mobiles sont quand même beaucoup moins bien sécurisés, quoique ça avance, mais sont quand même beaucoup moins bien sécurisés qu'un ordinateur fixe, qu'un serveur au sein de votre entreprise, voire même qu'un ordinateur. Eh bien, on va prendre la main sur votre téléphone mobile, soit pour écouter vos conversations, soit pour écouter vos transferts de données, soit quasiment pour faire aussi des botnets, des téléphones mobiles zombies. Voilà un petit peu à quoi sert le Wi-Fi spoofing. Le ping call, c'est ce qu'on appelle le spam vocal. Vous en avez, je pense, tous fait les frais. Vous recevez un coup de téléphone. Ce coup de téléphone, vous n'avez pas le temps de répondre. Comportement humain oblige. Vous rappelez. Et là, vous rappelez sans faire attention un 0800. Vous allez payer une surtaxe. La surtaxe dans la poche du fraudeur. Et puis il y a aussi, et on l'a vu récemment, la cyberdéstabilisation politique. On l'a vu dans la campagne américaine avec des officines russes, on l'a vu avec le Macron Leaks, où quelques heures avant la fin de la campagne présidentielle française, des mails internes à la République
à En Marche, puisqu'à l'époque, ce n'était pas la République En Marche, à En Marche sont sortis sur Internet, mais comment s'est passée la chose? Une personne s'est fait passer par l'actuel secrétaire d'État au numérique, qui était le conseiller numérique. Et bien, en fait, le fraudeur a créé un mail avec son nom et une lettre en plus ou une lettre en moins, et puis a envoyé un mail en disant à toute l'équipe en disant merci de prendre connaissance de la pièce jointe. Cette pièce jointe, ce sont les recommandations de lutte contre les attaques informatiques. Bien évidemment, il y a un ou deux collaborateurs qui ont appuyé sur la pièce jointe, données aspirées, et se retrouver quelques heures avant la fin de la campagne, sur Internet. Ces problèmes de déstabilisation politique posent un problème qui ne vous concerne pas directement, mais quoique, si vous intervenez sur des marchés publics sensibles, ça peut avoir un effet. Pourquoi? Parce que ces cyberattaques politiques, en droit, c'est considéré comme un acte de guerre. Et pour tout vous dire, l'administration Trump, aujourd'hui, estime qu'une cyberattaque peut amener à une riposte physique, une riposte militaire physique. Vous voyez où on en est. Donc ce n'est pas à négliger ces cyberattaques, et ce n'est pas ce monde du numérique, que ce soit du côté obscur de la force ou du côté non obscur qui est le vôtre et le mien, c'est quelque chose d'extrêmement prégnant. Et puis sont développés aussi ce qu'on appelle les supply chain attacks. On a l'impression de voir un film américain, un blockbuster américain. C'est tout simplement qu'au lieu d'attaquer vos entreprises, les hackers vont essayer d'attaquer vos fournisseurs. On l'a vu, vous avez, pour beaucoup du moins, beaucoup Office. Cette année, l'année 2017 a vu une attaque sur Office 365 et même les autres versions d'Office. Et en fait, les hackers ont volé le gestionnaire de mots de passe de Windows et de Office. Le gestionnaire de mots de passe. Tous les mots de passe aspirés. On l'a vu aussi avec Intel. On s'attaque aussi aux couches basses. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas qu'au logiciel, on va s'attaquer aussi à l'ordinateur, au processeur, où il y a une faille de sécurité. On l'a vu sur Apple. Alors Apple, c'était très rigolo parce qu'il y a une faille de sécurité qui permet de capter les mots de passe. Donc Apple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite remis la version antérieure de son logiciel. Sauf que la version antérieure avait aussi des failles de sécurité. Donc on est dans une logique, en fait, de course permanente, où il va falloir toujours plus sécuriser, et toujours plus s'intéresser à toutes ces problématiques. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez être sensibilisé à ces différents types d'attaques, non pas pour être un spécialiste, mais pour savoir de quoi il en retourne et savoir, avec vos interlocuteurs internes, vos DSI, avec vos prestataires, etc., comment avoir la bonne attitude. J'en viens rapidement sur simplement pour vous donner, toujours en termes de vocabulaire, ce qu'on appelle la blockchain. Alors la blockchain, on entend aussi parler, qu'est-ce que c'est que la blockchain? On a l'impression que c'est un truc, on a réinventé le monde. La blockchain, c'est ni plus ni moins qu'un parapheur, une chaîne de signature dans une entreprise. Dans une entreprise, quand la comptabilité, quand le service des opérations financières veut faire un chèque, veut payer un fournisseur, on va avoir besoin certainement de la signature de la personne qui a passé commande, de la signature de son supérieur, peut-être la signature de quelqu'un à la DAF, peut-être la signature du dirigeant d'entreprise, et c'est parce qu'il y a toutes ces signatures que le comptable va faire le virement. La blockchain, c'est ça. C'est dans le numérique, c'est de dire, on va créer une opération, on va faire une opération, et cette opération, elle est validée parce qu'en fait, elle passe par un circuit de plusieurs personnes qui disent, tiens, moi j'ai bien vu cette information-là, tu as bien vu cette information-là, donc on est bien d'accord que l'information finale entre les deux personnes, elle est validée par cette chaîne de blocs, cette chaîne de signature. Et la blockchain est aussi attaquée. Parce que la blockchain, c'est ce qui permet de faire des monnaies virtuelles et les bitcoins, les choses comme ça. Les hackers aussi essaient d'attaquer ces blockchains. Et tout ça va se retrouver où? Va se retrouver dans le deep web. Alors, qu'est-ce que c'est que le deep web? On a l'impression là encore d'être dans un film de science-fiction. Le deep web, c'est le web profond. Qu'est-ce que c'est le web profond? C'est les entrailles du web, là où Google ou les autres moteurs de recherche ne vont pas. Et c'est là où, une fois qu'on aura capté vos données, elles vont s'échanger, se valoriser, se monétiser dans la cybercriminalité. Et puis, il y a aussi le dark web. Alors là, si je puis dire, on change de galaxie. Imaginez que l'Internet, le mail, tout ce que l'on connaît du numérique, ça soit une galaxie.
Eh bien, il faut savoir que dans l'univers, il y a plein d'autres galaxies, et par le truchement d'une fusée, d'une navette spatiale, on va passer de notre galaxie avec vos données à une autre galaxie, où dans cette autre galaxie, ces données vont s'échanger dans la confidentialité la plus totale, et vont revenir dans notre galaxie pour être exploitées à votre insu. Donc, vos données sont convoitées. Voilà comment elles sont convoitées. Je vais vous donner un exemple pratique, parce que là, on était dans la théorie, mais il faut aussi revenir un petit peu terre à terre, et voir un petit peu au gré de quelque chose que je vois tous les jours, moi, dans mon domaine d'activité, parce que les entreprises n'ont pas conscience de la problématique du piratage téléphonique. Qu'est-ce que c'est que le piratage téléphonique? Eh bien, partons d'abord du principe de non-piratage. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une entreprise, vous êtes un organisme. Aujourd'hui, la téléphonie et l'Internet, tout ça est croisé sur la technologie IP. Et dans ce cadre-là, vous avez un serveur, vos ordinateurs, vos téléphones sont connectés, vous prenez un contrat chez un opérateur qui vous permet de communiquer par ordinateur, par téléphone, avec vos interlocuteurs, avec les interlocuteurs normaux de l'entreprise. Jusque-là, tout va bien. Un fraudeur arrive. En général, il arrive la nuit ou il arrive le week-end. Il fait toc-toc à la porte. Il essaie de voir par où il peut rentrer dans le serveur. Il prend la main, comme disait l'informaticien, sur le serveur. Et qu'est-ce qu'il va s'amuser à faire? Il va s'amuser à passer des communications à partir de votre serveur téléphonique via des numéros 08, des numéros surtaxés, ou via des destinations internationales. Et comme vous le savez, des destinations internationales, ce sont des destinations qui ont un surcoût, avec souvent des pays exotiques. Ça se passait souvent vers Cuba, maintenant ça se passe beaucoup plus vers des pays slaves, où il y a une surtaxe importante. Voilà. Donc va passer massivement des appels. Ces appels vont arriver chez les opérateurs locaux de ces pays exotiques, sauf que comme pays exotique, puisqu'on dit pays exotique, ben on va apprendre plus tard que ces opérateurs ont été créés la veille pour le lendemain, d'accord, ou ces éditeurs 08 ont été créés la veille pour le lendemain d'une façon très facile et certainement peut-être en collusion avec les autorités de tutelle locales dans ces pays exotiques. Et puis, une fois que le trafic aura été collecté et qu'il y aura eu des appels qui ont été réellement passés par le biais de votre serveur informatique à l'étranger ou vers ses éditeurs, ben, qu'est-ce que va faire l'opérateur télécom? L'opérateur télécom, il va devoir payer la surtaxe de communication à ses opérateurs. C'est son job. Et puis, il n'a pas la granularité de voir qu'effectivement, peut-être qu'il y a un détournement au sein de votre serveur, puisqu'il n'a pas accès, le serveur est dans vos locaux et l'opérateur n'a pas accès. Donc, il va payer. Et puis, une fois qu'il aura payé ces opérateurs qui ont été créés pour la cause, ben, ces opérateurs étrangers vont se partager le butin avec le fraudeur. Voilà. Et comment cela se passe-t-il? C'est tout simplement parce que ces serveurs informatiques, ces serveurs de téléphonie, on appelle ça des PABX, des IPBX. Est-ce que vous vous êtes posé la question du mot de passe? Dans bon nombre d'affaires que je vois que le mot de passe de ces PABX, c'est admin, c'est 1, 2, 3. Et c'est parce que précisément, on n'a pas mis simplement un mot de passe sécurisé, qu'effectivement le fraudeur a pu rentrer rapidement. Ou parce que, alors je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais dans des serveurs informatiques, il y a des ports, des portes d'entrée, et ces portes d'entrée peuvent être plus ou moins sécurisées. Voilà. Vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? L'opérateur, à la fin du mois, il va envoyer la facture. Et moi, j'ai vu, puisqu'on disait qu'effectivement je travaillais chez SFR, moi j'ai vu SFR envoyer des factures de 200 000 € à une TPE, à une PME, peut-être pas une TPE, mais une PME, 200 000 € en disant, ben voilà, vous avez trafiqué tout le week-end, vous avez passé des communications tout le week-end, voilà. Et effectivement, ils disent, je peux pas payer. La problématique de ça, et maintenant la jurisprudence est établie, c'est qu'on estime que le serveur, il vous appartient. C'est pas SFR qui a mis le serveur, c'est vous qui l'avez acheté, votre serveur informatique, d'accord? Donc, c'est pas l'opérateur qui l'a mis ce serveur. Donc, de ce point de vue-là, vous êtes responsable de son activité à ce serveur et vous devez payer la facture.
C'est ce que les tribunaux admettent maintenant de façon unanime. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'installateur, en général, l'installateur, votre prestataire informatique, on appelle ça généralement un installateur privé, qui a installé votre serveur de téléphonie, qui souvent le maintient. Par contre, lui, il a une obligation d'information et de conseil, au terme de laquelle, s'il ne vous a pas conseillé pour mettre un bon mot de passe et le faire avec vous, ça sera vers lui que vous allez pouvoir vous retourner. Payez l'opérateur, mais vous retournez contre votre prestataire. Donc là, ce sont les conséquences, je dirais, judiciaires de la chose. Mais avant ces conséquences judiciaires, moi, mon objet, là, c'est de vous sensibiliser à ce genre de choses pour vous dire rien en matière en informatique n'est anodin. Tout doit être protégé, tout doit être sécurisé, tout doit être catégorisé. Que faire pour sécuriser vos données ? Pour faire sécuriser vos données, il faut d'abord faire sécuriser les accès. Ça veut dire quoi ? C'est pas pour les logiciels, pas un accès pour plusieurs utilisateurs. C'est créer des profils pour l'ensemble de vos utilisateurs, de vos salariés. Éventuellement, si vos partenaires ont accès ou vos clients ont accès à une plateforme, c'est aussi trouver des moyens sécurisés et compartimentés de l'accès à l'information au sein de l'entreprise et de l'accès aux données au sein de l'entreprise. C'est aussi former et sensibiliser. On forme et on sensibilise lorsqu'un collaborateur arrive au sein de l'entreprise, on va lui donner peut-être le règlement intérieur, la charte d'usage d'Internet, mais c'est quelque chose qui doit être fait, je dirais, par les managers au quotidien et de façon récurrente, parce que la nature humaine est faite de telle sorte que ce que l'on dit un jour, 2 mois plus tard, il faut le redire. Donc cette sécurisation des accès, cette hiérarchisation, cette compartimentation, je ne sais pas si ça se dit, mais compartimenter l'accès aux données au sein de l'entreprise, c'est quelque chose d'essentiel. Protéger les matériels. Protéger les matériels, ça va être aussi protéger vos serveurs informatiques en mettant un certain nombre de sécurités. On appelle ça des firewalls, des VPN et autres acronymes. Protéger vos locaux. Et protéger au sein de vos locaux là où sont le matériel informatique. C'est pas une salle où tout le monde passe, là où sont les serveurs. Encadrer les échanges avec vos partenaires. Ça, c'est aussi très très important. Quand on a un échange avec son fournisseur ou son client, on essaie de trouver un mode de fonctionnement sécurisé. Combien de fois ai-je vu des fichiers Excel de milliers de lignes avec des données sensibles de l'entreprise se retrouver dans un mail et envoyer sans même mot de passe sur le fichier, sans même crypter le fichier, alors que ces données sont finalement une valeur centrale pour votre entreprise. Encadrer les échanges. Voilà. Sécuriser les données. Alors pour l'instant, ce n'est pas dans la culture, mais alors moi je prône quelque chose intégré dans vos politiques informatiques, la cryptologie. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que la cryptologie ? La cryptologie, c'est crypter vos données pour qu'elles puissent être lues dans votre environnement, mais une fois qu'elles sortent de votre environnement, de votre entreprise, elles sont, sauf à être craquées, etc., mais en tout cas, c'est une protection déjà, c'est une bonne protection parce que la plupart des cryptages sont quand même durs à décrypter de façon criminelle. Donc, c'est crypter vos données. Ça, c'est absolument essentiel que de crypter vos données. Et puis, avant même de crypter les données, quelle est la meilleure assurance contre une défaillance de votre système ? C'est la sauvegarde. Voilà. Si on me vole mes données, mais que j'ai une sauvegarde quotidienne ou que j'ai une sauvegarde même en temps réel, comme on l'évoquait tout à l'heure, les données sont en temps réel, il faut les actualiser en temps réel, sauvegarder en temps réel les données, si mes données sont cryptées et si elles sont sauvegardées, la personne qui me les a volées ne pourra rien faire de ce qu'elle m'a volé, et comme moi, j'ai une sauvegarde, je peux tout de suite me remettre en condition opérationnelle d'activité de mon entreprise. Et puis, il va falloir contrôler tout ça. Tout ce qu'on vient de dire, il faut contrôler, mettre en place des audits, mettre en face un traçage, un monitoring des accès pour essayer effectivement de piloter cette sécurité. Et pourquoi tout ça ? C'est pour, in fine, si jamais
avec tout ce que vous avez mis en place, eh bien, on arrive encore à vous hacker par une faille de sécurité, eh bien, ça va être gérer la crise. Et qu'est-ce que c'est gérer la crise ? C'est d'avoir aussi un monitoring de son activité informatique pour pouvoir identifier si un jour je me fais voler, si un jour quelqu'un s'introduit sur mon réseau. Donc c'est véritablement avoir, je dirais, des caméras de surveillance numérique au sein de votre système informatique qui permet de vérifier que personne ne s'introduit dans votre système informatique, comme d'ailleurs vous le faites pour protéger vos locaux ou votre voiture. Il va falloir mettre aussi en place des PCA et PCR, plans de continuité d'activité, plans de reprise d'activité. Alors les informaticiens connaissent tout à fait parfaitement ce genre de choses, mais il va falloir réfléchir, je me fais hacker, eh bien quel est le plan de continuité d'activité que je vais mettre en place pour protéger la gestion, le traitement, l'activité de mon entreprise et l'activité de mes données. Et aussi, quand on se fait hacker, quand on est victime d'une faille de sécurité, porter plainte. Alors en général, on a envie de le cacher sous le tapis. Regardez ce que ça a fait en termes de communication quand soit Yahoo, ça fait quelques années, voilà, et a expliqué qu'on lui avait volé quasiment toute sa base de données, mais il a expliqué ça 2 ans plus tard. Yahoo n'est plus grand-chose malheureusement aujourd'hui. Regardez Uber. À qui on a volé des données, eh bien, le dirigeant a sauté parce qu'en fait, ils ont mis ça sous le tapis pendant 1 année. Ce n'est pas possible de cacher. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas de cacher. Je vous conseille d'avoir une gestion de com de crise et de dire les choses. Et de les dire en disant « je suis une victime ». Parce que d'ailleurs, si vous portez plainte, vous vous positionnez en victime. Vous ne vous positionnez pas en « bon, il y a quelque chose qui s'est mal passé au sein de mon entreprise, donc j'ai été hacké, donc c'est un peu de ma responsabilité ». En termes de com, il faut communiquer sur le fait, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, enfin du moins c'est ce que je prône, il faut communiquer, il faut faire de la com de crise sur ce genre de choses. Et puis porter plainte aussi, ça a un autre avantage. C'est qu'aujourd'hui, il y a une évolution majeure dans le domaine assurantiel. Jusqu'à présent, vous alliez voir un assureur en disant j'aimerais assurer ce qu'on appelle une salle blanche où il y a plein d'ordinateurs et plein de données. L'assureur dit « oh là là, moi je ne connais pas la valeur de ça, je ne sais pas assurer ce genre de choses, on va assurer au minimum ou au maximum ». Enfin, c'est vous qui voyez, mais en voyant cela, eh bien, vous allez payer une police d'assurance très chère. Aujourd'hui, les assureurs s'intéressent aux risques de cyberattaques et assurantiels liés à ça. Et d'ailleurs, les assurances sont poussées là-dessus par le secrétaire d'État actuel qui, dans sa revue interministérielle sur la cyberdéfense, qui est parue, je crois, ça fait 3 semaines, qui est finalement le plan d'action du gouvernement en matière de cyberdéfense, que ce soit national ou des entreprises françaises, eh bien, a mis l'accent sur le développement de l'assurance, du risque, de la donnée, de sa perte, de son attaque. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la donnée en général. Qui peut en être propriétaire ? On a vu qu'il n'y avait pas forcément de propriété, mais des droits de protection attachés à cela. On a vu de même que... J'ai juste une question, parce que je pars dans mon discours, mais il me reste combien de temps ? Comment ? Parlons-en. Ce que j'aimerais, si vous le voulez bien, poursuivez encore quelques minutes, mais j'aimerais vous poser une question. Vous avez évoqué les données personnelles. Bientôt, il y aura le RGPD. Qu'implique-t-il pour les dirigeants d'entreprise ici présents, vis-à-vis des données personnelles de leurs collaborateurs, des fichiers fournisseurs, des fichiers également clients, etc. Qu'est-ce que le RGPD entraîne comme obligation et quand entre-t-il en vigueur ? Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, ça tombe très bien. C'est justement l'objectif des prochains slides. Les données personnelles au sein de l'entreprise. Donc, comme vous le disiez, il y a une révolution qui va se passer le 25 mai 2018, c'est-à-dire demain, la mise en place du RGPD, du Règlement général sur la protection des données, qui va venir remplacer la loi informatique et liberté. Aujourd'hui, pour faire simple, qu'est-ce qui se passe en matière de données personnelles ? En matière de données personnelles,
Très simplement, vous êtes obligé de déclarer vos fichiers de données personnelles auprès de la CNIL. D'accord ? C'est une obligation. À partir du moment où vous déclarez, vous êtes conforme à la loi informatique et liberté. Donc, cela est basé sur des grands principes à respecter, sur une formalité qui est la déclaration et sur la transparence. La transparence, c'est quoi ? C'est informer quand vous collectez des données, informer auprès de vos salariés sur le contrat de travail, auprès de vos fournisseurs, auprès de vos clients, informer quand vous collectez des données et que vous les traitez, ces données. Donc, ça repose sur 3 piliers. Le RGPD, la nouvelle réglementation, vous allez le comprendre, elle est beaucoup plus compliquée. Elle va s'appliquer à toutes les entreprises. Elle est beaucoup plus compliquée parce qu'elle est basée sur un principe d'accountability, de responsabilité. La nomination peut être d'un délégué à la protection des données, le DPO, l'analyse d'impact et plein d'autres choses que l'on va voir d'une façon succincte. Ce qu'il faut juste retenir, c'est le changement de logique. Un changement de logique majeur. On n'est plus sur un système déclaratif. J'ai un traitement de données, allez hop, je fais une déclaration, comme ça la CNIL est contente et tout va bien. On est sur une problématique maintenant de compliance, d'internalisation de la documentation liée aux données personnelles. C'est le principe de la nouvelle réglementation qui va s'appliquer à partir du 20 mai prochain. On va devoir intégrer au sein de l'entreprise une documentation. Et cette documentation, elle va être faite sur un principe très simple. En matière de données personnelles, j'écris ce que je fais et je fais ce que j'ai écrit. C'est très simple. Donc, vous avez des pratiques au sein de l'entreprise. Eh bien, ces pratiques en matière de données personnelles, il va falloir les écrire, établir des process et les respecter. Si vous ne le faites pas, lourde sanction, jusqu'à 10 ou 20 millions d'amendes, pouvant aller jusqu'à 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial. Finalement, l'enjeu maintenant des données personnelles en termes de sanctions, c'est quasiment les mêmes qu'en termes de sanctions vis-à-vis de l'autorité de concurrence. Et puis, c'est devenu un risque tout azimut. Pourquoi ? Parce que vous dites, bon, en matière de données personnelles, c'est bien gentil, je ne vais pas me faire contrôler par la CNIL. La CNIL, c'est à peu près 450 contrôles par an. Soit. Sauf que demain, avec la nouvelle réglementation, il n'y a pas que la CNIL qui va pouvoir vous contrôler. Toute personne pour laquelle vous aurez traité une donnée pourra venir vous réclamer des comptes sur la gestion de ces données et pouvoir vous attaquer en justice, vous demander des dommages d'intérêt moraux et matériels pour non-respect de la réglementation. Et puis il y a aussi ce qu'introduit le règlement, ce qu'on appelle les class actions, les actions collectives. Qu'est-ce que sont ces actions collectives ? Eh bien, ce sont des personnes qui peuvent se regrouper pour vous demander un dédommagement parce que vous n'avez pas respecté le RGPD. Donc, aujourd'hui, je fais une déclaration ou je ne la fais pas. Avant que je me fasse contrôler par la CNIL, beaucoup de gens pensent pas vu, pas pris. Demain, le risque est tout azimut et on ne peut pas faire l'économie de ça. D'autant plus que vous allez soumissionner des appels d'offres publics ou privés. Eh bien, dans les annexes, la conformité au RGPD va être un prérequis. Et si vous n'êtes pas conforme au RGPD, soit vous n'aurez pas le marché, et si c'est en cours d'un marché, public ou privé, eh bien, ça pourrait être constitué une faute qui pourra entraîner la rupture du contrat. Donc, mise en conformité au RGPD, c'est plus qu'une contrainte réglementaire, c'est quelque chose qu'il faut que vous intégriez dans votre politique commerciale et dans votre politique contractuelle, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos fournisseurs. Pourquoi vous êtes concerné ? Vous êtes concerné parce que vous collectez des données personnelles. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Une donnée personnelle, on en parle depuis tout à l'heure, une donnée personnelle, c'est le nom, c'est le prénom, c'est l'adresse email. Mais c'est tout élément qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Vous avez un système informatique où vous identifiez les adresses IP des ordinateurs de vos collaborateurs. Eh bien, cette adresse IP permet d'identifier indirectement votre collaborateur. C'est une donnée personnelle. Donc, il va falloir voir, non pas en disant là j'ai un nom, donc c'est une donnée personnelle. Là c'est une donnée technique parce que j'ai pas de nom dedans ou j'ai pas de numéro de téléphone, c'est numéro de téléphone, une donnée personnelle. Et donc
Et donc, il va falloir s'intéresser non plus par rapport à ce que vous pensez d'être une donnée personnelle, mais par rapport à sa définition, une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Et puis, vous pouvez avoir accès à ces données en tant que responsable de traitement, en tant que sous-traitant ou en tant que destinataire des données. Qu'allez-vous devoir faire, votre entreprise LFA, pour la mise en place de ce RGPD? C'est respecter les principes. Très rapidement, et je vais aller à la synthèse, par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, d'abord, il va falloir minimiser les données. Aujourd'hui, si j'ai une base de données fournisseurs où j'ai en même temps le numéro professionnel et le numéro personnel de mon contact, eh bien, principe de minimisation, votre fichier fournisseur n'est là que pour traiter professionnellement la relation avec le fournisseur. Vous n'avez pas à avoir le numéro de téléphone de votre contact chez votre fournisseur, son numéro privé. Supprimant, minimiser les données, c'est-à-dire cleaner, ça veut dire revoir l'ensemble de vos traitements de données pour les rendre conformes à la législation. Principe d'accountability, c'est ce qu'on a vu très rapidement tout à l'heure, c'est le fait de dire j'écris ce que je fais en matière de données personnelles et je fais ce que j'ai écrit. D'accord ? Ce principe se base sur un processus où il va falloir formaliser et identifier au sein de l'entreprise tous les traitements de données. Il va falloir décrire ce que vous faites avec, combien de temps vous voulez conserver. Alors ça, c'est un peu la tarte à la crème, la conservation. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui suppriment les données au bout d'un certain temps? Non. Eh bien, demain, avec le RGPD, ça va être une obligation. Et si vous ne rentrez pas dans l'obligation, vous n'êtes pas conforme au RGPD et vous allez encourir soit des sanctions pécuniaires, soit effectivement la rupture de votre contrat pour faute. Faut-il nommer un délégué à la protection des données? C'est ce qu'on appelait aujourd'hui un correspondant informatique et liberté. Oui, vous allez devoir nommer un délégué, c'est obligatoire de nommer un délégué à la protection des données. Si vous traitez des données sensibles, des données politiques, religieuses, raciales, des choses-là, des données très sensibles, des données de santé. Si vous ne traitez pas des données de santé ou si vous ne faites pas ce qu'on appelle maintenant en termes marketing du profilage, c'est-à-dire du traitement à grande échelle de données personnelles pour profiler des utilisateurs finaux, eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, vous devez nommer un délégué. Sinon, dans tous les autres cas, le délégué à la protection des données personnelles, qui finalement est un peu le chef d'orchestre de la mise en place du RGPD au sein de l'entreprise, ne sera pas obligatoire. Quand vous traiterez des données sensibles, il faudra aussi faire des analyses plus poussées qu'on appelle des analyses d'impact. Mais vu le temps, je vais aller à l'essentiel. Donc je passe à quelque chose qui me semble important pour vous, c'est la gestion des sous-traitants. Aujourd'hui, dans la réglementation actuelle, aujourd'hui, vous avez un fichier, vous décidez de le faire exploiter par un sous-traitant, vous le passez au terme d'un contrat de sous-traitance à votre sous-traitant pour qu'il l'exploite, c'est vous qui êtes responsable de ce fichier. Le sous-traitant n'est pas responsable du fichier et de ce qui peut se passer avec. Inversement, vous avez un donneur d'ordre qui vous fournit un fichier et ce fichier, vous travaillez dessus, vous n'êtes pas responsable, c'est lui qui est responsable de ses données personnelles. Demain, on renverse totalement le sujet. Demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez être conjointement responsable des fichiers, d'accord? Sous-traitant et donneur d'ordre. Ça veut dire que vous allez devoir apporter une sécurité et vous allez devoir discuter, contractualiser avec votre donneur d'ordre et le donneur de sous-traitant pour effectivement définir ce que l'on va faire des données, quel niveau de sécurité on va y mettre et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas avec ces données et se répartir les rôles et les responsabilités. Donc, essentiel de revoir vos contrats dans ce domaine-là, sachant que le RGPD impose qu'à partir du moment où il y a un transfert de données personnelles, il y a un contrat écrit entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Je vous ai déjà parlé de la sécurité, donc je vais pas en revenir là-dessus. Il faut sécuriser les données, sécuriser vos matériels informatiques. Voilà. Petite nouveauté du RGPD qui n'est pas sans mesure, c'est que en cas de faille de sécurité, si vous êtes attaqué par toutes les attaques que j'ai indiquées tout à l'heure, vous avez maintenant une obligation de déclarer cela à la CNIL dans les 72 heures. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas conforme à RGPD et la CNIL va pouvoir venir vous rechercher en responsabilité là-dessus. Il va falloir notifier les failles de sécurité, mais à partir du moment où elles créent un risque pour les droits et les libertés des personnes. Donc il va falloir mettre au sein de l'entreprise des process pour identifier « Ah, j'ai une faille de sécurité, la personne s'est introduite, elle a pris ça ou elle a crypté ça, etc. Est-ce que c'est un danger ?» pour les personnes et les données personnes, dans ce cas-là, j'ai 72 heures pour déclarer cela à la CNIL. Si
c'est des données simplement techniques, j'ai pas besoin de déclarer. Donc il va falloir qualifier l'incident. Et tout ça, ça relève de la politique de sécurité, de la politique informatique de votre entreprise. Je passe très vite sur les transferts de données hors de l'Union européenne. Quand vous transférez des données hors de l'Union européenne, vous devez avoir un certain nombre de prérequis qui sont inscrits dans vos contrats avec votre partenaire ou sur des codes de bonne conduite. Ça ne change pas, ça demeure. Le Brexit, ça ne va pas changer grand-chose, puisqu'en fait le Brexit ne va arriver pour les relations avec les entreprises anglaises, ne va arriver qu'en 2019, je ne sais plus quand, mais me semble-t-il, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et de toute façon, l'Angleterre a décidé de créer une législation qui sera comparable au RGPD. Le RGPD, c'est le droit pour des personnes, c'est le droit pour les personnes d'être informées par vos soins de ce que vous allez faire des données personnelles au sein de l'entreprise, de vos salariés. Vous devez informer vos salariés, mais vous devez aussi informer vos clients des données que vous collectez auprès d'eux et que vous traitez, et puis vos fournisseurs, vos partenaires, tout ça, en fait, à chaque fois que vous avez une donnée personnelle concernant quelqu'un, eh bien cette donnée, cette personne a des droits vis-à-vis de cette donnée et peut vous demander de rendre des comptes. C'est l'idée. Donc pour se mettre en conformité, il me reste 2 slides et même je vais les faire très rapidement. Pour se mettre en conformité, eh bien, il y a tout un processus, mais qui correspond à ce que je viens de vous dire, c'est vérifier vos traitements actuels, mettre en place des procédures, conduire, s'il y a besoin, des analyses un peu poussées qu'on appelle des analyses d'impact, revoir toutes les mentions, que ce soit sur les sites web ou dans les contrats de travail ou dans les règlements intérieurs, toutes les mentions CNIL de votre entreprise, organiser les modalités d'exercice du droit des personnes. Ces personnes, quand elles vous demandent des comptes, il faut bien leur répondre, et puis documenter, fournir toute la documentation pour si un jour la CNIL vous demande des comptes par rapport à ça, que vous puissiez lui dire, écoutez, voilà, moi je suis conforme au RGPD. Voilà comment faire, et tout cela se passe par un séquençage sur quelques mois du travail interne à votre entreprise qui peut être accompagné par un cabinet d'avocats ou par d'autres personnes. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère ne pas avoir été trop long. 11h09, c'était rapide. Voilà. Olivier de Matos. Merci beaucoup, Olivier.